L'histoire de la République, c'est l'histoire du pouvoir politique de la bourgeoisie en France. Impossible donc d'en discuter sans faire le lien avec l'histoire du mouvement ouvrier, avec l'histoire de la lutte entre deux classes qui constituent les deux pôles d'un même rapport social, le salariat. Deux classes inconciliables, bourgeoisie et prolétariat. Pas un seul droit démocratique de la République qui n'ait été acquis par l'intervention directe des travailleurs, obligés d'entrer en lutte pour se faire respecter de cette forme bourgeoise de l'État. Pas une de ces luttes qui n'ait été confrontée à l'opposition de la bourgeoisie à chaque fois qu'elle a senti une remise en cause de l'étendue de son pouvoir. En fait, la République s'est imposée comme la machine la plus efficace pour asseoir le pouvoir de la bourgeoisie face à un mouvement ouvrier contestataire. Machine à réprimer, au nom du maintien de l'ordre républicain, et aussi machine à intégrer, profitant de la faiblesse politique du mouvement ouvrier, de la complicité de certains de ses dirigeants, dont certains rejoindront les rangs du personnel politique de l'État bourgeois. Revenir sur l'histoire de la confrontation entre le mouvement ouvrier et les républiques nous paraît indispensable pour un parti comme le NPA, qui veut poursuivre et porter aujourd'hui la perspective de l'émancipation des travailleurs par eux-mêmes. Une première étape de cette lutte des classes a donné naissance au mouvement ouvrier, syndical et politique. Au cours de la Révolution française, les classes populaires avaient renversé l'Ancien Régime en laissant le pouvoir à la bourgeoisie. Mais le conflit entre ces deux classes modernes de la société capitaliste était pourtant bien là. La bourgeoisie interdisant dès 1791 aux ouvriers de s'organiser et de faire grève, avec la loi Le Chapelier. Et face à cela, les premières exigences ouvrières s'exprimaient avec le droit à l'existence et à l'égalité sociale porté par les militants babouvistes, un courant populaire durement réprimé. De 1830 à 1848, au cours de nombreuses luttes, à Paris en 1830, à Lyon avec les canuts en 1831, 1834, à Paris de nouveau en 1848, une fraction radicale de la classe ouvrière naissante a porté des revendications démocratiques, le droit de vote, et sociales, le temps de travail, mais le plus souvent à la remorque d'un mouvement de la petite bourgeoisie républicaine plus organisée. C'est la révolution de juin 1848 qui marque l'entrée dans une nouvelle période, celle de l'affrontement entre bourgeois et prolétaires de plus en plus nombreux. En luttant d'abord pour la République en février 1848, puis pour leur droit au travail en juin face à un gouvernement républicain qui leur refusait, la classe ouvrière, pour la première fois, était entrée en lutte contre l'État républicain bourgeois, qui lui répondit par une répression féroce au nom des intérêts de la République, qui n'étaient que les intérêts de classe de la bourgeoisie. Pour Marx et Engels, jeunes militants à l'époque, c'est la première manifestation dans la conscience des ouvriers que leurs intérêts sont inconciliables avec ceux des bourgeois. Ils donneront, cette même année 1848, une perspective politique à cet affrontement dans le manifeste du Parti communiste. Cette lutte ne peut trouver de résolution que dans une nouvelle révolution sociale. Mais en écrasant la classe ouvrière en juin 1848, la bourgeoisie républicaine ouvrait la voie au Second Empire. Dès la décennie suivante, la contestation sociale reprit de plus belle, contraignant le dictateur Napoléon III à accorder plusieurs droits aux travailleurs. En 1862, il autorise la participation d'une délégation ouvrière à une rencontre internationale à Londres. En 1864, c'est la reconnaissance du droit de grève. Le sommet de cette contestation montante sera la Commune de Paris, en 1871, où les ouvriers exercent pour la première fois un pouvoir démocratique. Ils mettent en œuvre une société de producteurs associés. L'expérience est brève, chèrement payée par les dizaines de milliers de morts que feront les troupes de la Troisième République naissante au cours de la Semaine sanglante. C'est de cette extraordinaire tentative des communards que Marx tirera ses thèses sur ce que pourra être un gouvernement des travailleurs. Cette perspective révolutionnaire et de classe constitue, depuis cette période, le fondement du courant le plus important du mouvement ouvrier, celui qui affirme que les exploités d'aujourd'hui, les prolétaires, ne pourront sortir de la situation de misère et d'aliénation à laquelle ils sont soumis qu'en renversant le pouvoir de cette bourgeoisie pour mettre en place leur propre pouvoir de classe. Ils auront alors en main
les moyens de construire une autre société, organisée pour la satisfaction des besoins de tous et régie par une réelle démocratie. La répression sanglante de la Commune a mis un coup d'arrêt brutal au mouvement ouvrier. Celui-ci renaîtra une décennie plus tard, en rupture avec la République, en lutte contre elle pour lui imposer de nouveaux droits, comme en 1884 la reconnaissance des syndicats. En quelques années, naissent les syndicats professionnels et les bourses du travail, puis ils se regroupent dans la CGT en 1895. Avec elle, c'est le début de luttes d'ensemble pour arracher des droits à la République, comme la grève générale pour les 8 heures de travail. C'est aussi le développement de l'anarcho-syndicalisme qu'exprime la charte d'Amiens adoptée par la CGT en 1906. Elle met en avant la grève générale pour la disparition du salarié et du patronat, mais aussi le rejet de l'action politique et des liens avec tous les partis, y compris révolutionnaires. Le mouvement politique socialiste s'organise lui aussi de son côté, divisé en plusieurs partis. Si tous revendiquaient un socialisme renversant la domination économique de la bourgeoisie, certains se réclamaient de la conquête politique du pouvoir par la Révolution, comme Paul Lafargue, et d'autres d'un compromis avec la République, comme Jean Jaurès. Et le panorama allait de positions franchement sectaires, comme Jules Guesde par exemple, refusant de défendre Dreyfus sous prétexte que cette histoire n'intéressait pas les travailleurs, à l'opportunisme le plus complet d'un Alexandre Millerand devenant le premier socialiste, ministre d'un gouvernement bourgeois en 1899, avec le soutien de Jaurès. Il siégeait pourtant aux côtés du général Gallifet, un des massacreurs de la Commune de Paris. Si l'unité de ces partis est atteinte en 1905 avec la création de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, l'ancêtre du Parti socialiste actuel, les problèmes politiques, eux, demeuraient bien, avec une étrange coexistence entre réforme et révolution qui ne pouvait certainement pas donner confiance aux ouvriers les plus radicaux. Le mouvement ouvrier allait faire face à l'épreuve du feu. Comment agir au moment de la guerre de 14-18 ? Dans la période qui avait précédé la guerre de 1914, la SFIO et l'Internationale socialiste avaient pris des positions radicales contre le colonialisme et la guerre. La guerre est déclarée le 4 août 1914. Une semaine avant, le 28 juillet, la SFIO publiait un manifeste disant « À bas la guerre, vive la République sociale, vive le socialisme international ». Le 31, Jaurès, opposé à la guerre, est assassiné. Et dès le 2 août, on assiste à une volte-face complète. Vaillant, dirigeant de la SFIO, déclare « En présence de l'agression, les socialistes accompliront tous leurs devoirs pour la patrie ». Le 4, les députés de la SFIO votent les crédits de guerre. Jules Guesde entre dans le gouvernement. De leur côté, les dirigeants anarcho-syndicalistes de la CGT suivent le même mouvement. Après avoir organisé des manifestations syndicales contre la guerre, dès le 4 août, la CGT rallie l'Union sacrée. Le déclenchement de la guerre marque ainsi un double effondrement. Celui de la Deuxième Internationale, en tant que parti de l'émancipation des travailleurs, et celui d'un anarcho-syndicalisme qui prétendait rester à l'écart des problèmes du pouvoir et de l'État. Les dirigeants du mouvement ouvrier utilisent le crédit qu'ils ont acquis auprès des travailleurs pour les envoyer s'entretuer dans les tranchées. Ils vont désormais participer sans état d'âme à la gestion des affaires de la bourgeoisie, aussi bien dans les tâches de répression de la classe ouvrière que dans la politique coloniale. Seule une poignée de militants, issus des deux courants, maintiendra le flambeau internationaliste. Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Lénine, Trotsky de la Deuxième Internationale, et aussi quelques militants de la CGT anarcho-syndicaliste comme Monat et Rosmer. Commence alors une nouvelle grande phase du mouvement ouvrier, ouverte par une vague révolutionnaire internationale et refermée par la contre-révolution stalinienne. Pour les militants internationalistes que nous venons de citer, il s'agit de tirer les leçons de cette faillite pour continuer le combat pour l'émancipation des travailleurs par eux-mêmes. C'est la montée des luttes contre la guerre de 14-18 qui transforme cette perspective en réalité, avec une vague révolutionnaire qui touchera jusqu'au début des années 20 la plupart des pays du monde. En Russie, ces luttes iront jusqu'à la Révolution et la prise du pouvoir par les assemblées d'ouvriers, de paysans et de soldats en octobre 1917. En 1919,
Les bolcheviks, au pouvoir en Russie, créent l'Internationale communiste. Ils appellent les travailleurs du monde entier à rompre avec les partis sociaux-démocrates et à constituer de nouveaux partis, les partis communistes. C'est chose faite en France en 1920, au congrès de Tours de la SFIO. Les trois quarts des adhérents la quittent pour constituer le Parti communiste, section française de l'Internationale communiste. Parmi les enseignements de cette période de la guerre, l'Internationale communiste tirera notamment la question des rapports avec la République pour des pays comme la France. Il s'agit bien d'en finir avec les analyses de Jaurès qui écrivait « L'État n'exprime pas une classe, mais le rapport des forces entre les classes ». Raisonnement qui impliquait qu'avec un bon rapport de force, l'État bourgeois pouvait conduire au socialisme. Les leçons de la guerre et de la révolution russe, c'était bien qu'il s'agissait de briser l'État bourgeois, fût-il républicain, pour en construire un tout neuf, issu des assemblées ouvrières et populaires. En rupture avec cet enseignement, Staline proclama le socialisme dans un seul pays, tournant le dos à la perspective de la révolution internationale. L'avènement du stalinisme ne fera que renforcer la fraction réformiste et républicaine au sein du PCF, qui était issue de la vieille SFIO. Le souverainisme et le renoncement à la révolution ne pouvaient que convenir à ceux qui, au PCF, n'avaient jamais adhéré à la révolution, et qui, du coup, suivront d'autant plus fidèlement les zigzags de la politique stalinienne qu'ils recevront en échange un soutien sans faille contre les contestataires. Au sein du PCF, comme en Russie, la chasse aux internationalistes, aux trotskistes, est d'autant plus brutale qu'il s'agit de masquer que l'internationale est incapable d'apporter les réponses qu'exige la situation. Cette incapacité éclatera au moment du Front populaire. Sur fond de la grande crise mondiale du capitalisme de 1929, la question de la révolution internationale se pose de nouveau au début des années 30. L'Internationale communiste, organisant pourtant un mouvement ouvrier puissant, montrera son incapacité à s'opposer à la crise, au fascisme, en Italie d'abord, puis au nazisme en Allemagne, puis au moment de la Révolution espagnole. Un des moments clés de cette période a été le Front populaire en France. Une montée ouvrière était en cours depuis 1934. C'était à la fois une contestation de la crise du capitalisme et de ses dégâts, et une réponse à la montée du fascisme qui menaçait aussi en France. Le PCF de Thorez, en phase avec Staline, proclamait l'unité d'action avec la SFIO. Mais il n'était pas question du front unique que défendait Trotsky, pour qui il s'agissait d'unir ses forces pour conduire vers la révolution, seule façon de résoudre les contradictions de la crise et du même coup d'éliminer le danger du fascisme et de la guerre. Non, pour Staline et les PC, il s'agissait de toute autre chose. Une collaboration étroite de l'URSS et des partis communistes avec les bourgeoisies démocratiques par le biais d'accords politiques électoraux avec les partis sociaux-démocrates. Elle gâchait ainsi toutes les occasions de riposte et de victoire du mouvement ouvrier. C'est la politique de Front populaire qui en France regroupe le PCF, la SFIO et le Parti radical, un parti bourgeois de gauche. En mai 1936, il remporte haut la main les élections législatives. Le PC ne participe pas officiellement au gouvernement de Léon Blum, mais il le soutient. La victoire est massive, mais les ouvriers ne se contentent pas de voter. En mai et en juin 1936, c'est aussi le développement d'un vaste mouvement de grève générale avec occupation d'usines. Un même phénomène se produit en Espagne, avec l'élection d'un pouvoir républicain de Front populaire, accompagné par une immense vague de contestation sociale qui va très vite prendre le chemin d'une révolution. Pour Trotsky, en France comme en Espagne, la révolution a commencé. Mais les partis socialistes et communistes vont s'occuper à y mettre un terme avec l'aide des dirigeants de la CGT, proches d'eux politiquement. En France, le gouvernement de Blum sauve la mise de la bourgeoisie, qui, de peur de tout perdre, accepte les accords Matignon. Thorez apporte sa contribution à la liquidation du mouvement en déclarant « Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue ». En Espagne, la bourgeoisie choisit la méthode forte et le général Franco lance une insurrection militaire pour en finir avec les troubles sociaux et la République. Il sera aidé dans son sale travail par Hitler et Mussolini, alors que les gouvernements démocratiques, comme celui de Blum,
se contenteront de vendre quelques armes à la République. Staline et les partis communistes entrent dans le combat contre Franco, mais ça n'est pas pour aider les masses révolutionnaires espagnoles, c'est pour les faire rentrer dans le rang au nom du fait qu'il faut d'abord sauver la République. Pour la Révolution, on verra plus tard. Ce renoncement à la Révolution a construit finalement la plus terrible des défaites, laissant la voie ouverte vers la Seconde Guerre mondiale. Et la coupe a été bue jusqu'à Lally, quand l'URSS et l'Allemagne nazie ont signé un pacte de non-agression en 1939. Cette période marque une rupture définitive du pouvoir stalinien avec la révolution de 1917. Il s'agit d'une véritable contre-révolution qui engage Trotsky et les révolutionnaires à construire en 1938, même extrêmement minoritaire, une quatrième internationale pour sauver les acquis politiques d'un siècle de mouvements ouvriers indépendants, révolutionnaires, internationalistes et démocratiques. En juin 1940, deux options s'offrent à la bourgeoisie française face à la victoire de l'impérialisme allemand. L'une est incarnée par Pétain, qui aura l'aval du Parlement élu en 1936. De Gaulle, avec son appel du 18 juin, incarne lui un autre fer au feu dans l'hypothèse d'une défaite allemande, avec l'appui d'une partie des dirigeants de l'Empire colonial français. Pétain abolit les acquis démocratiques, instaure sa dictature, la bourgeoisie collabore avec le nazisme, l'État français remplace la République. Face à cette situation, une minorité du PCF s'engage de suite dans la résistance contre l'occupation et le pétainisme. Le reste suivra plus tard, après l'attaque de Hitler contre l'URSS en 1941. Mais pour quelle politique? La révolution internationale ou un retour à la République française? Encore une fois, pour la révolution, on verra plus tard. Le PCF agit dans la résistance au nom de la défense de la démocratie et de la liberté, certes, mais aussi sur des bases franchement nationalistes, l'humanité titrant par exemple « À chacun son boche ». Ses dirigeants participent avec les gaullistes et la SFIO au Conseil national de la résistance, qui élabore un vaste programme de réformes sociales pour un régime républicain. En 1944, à la chute de Pétain, un gouvernement provisoire, allant de De Gaulle au PCF, se met en place avec mission de gérer les affaires courantes et de préparer des élections et la constitution de la prochaine 4e République. De Gaulle a besoin du PCF, qui représente un poids politique considérable, 27% des voix en octobre 1945, et qui contrôle une CGT qui compte plus de 4 millions de membres. Mais si le PCF accepte, c'est aussi parce que c'est dans la ligne de Staline. À Yalta, en février 1945, Roosevelt, Churchill et Staline s'étaient partagé le travail pour éviter que l'issue de la guerre ne se traduise, comme pour la précédente, par une nouvelle vague révolutionnaire. Fidèle comme toujours à la ligne de Moscou, le PCF va utiliser tout son poids politique auprès de la classe ouvrière pour mener la bataille pour la reconstruction. Le prix payé par la bourgeoisie discréditée sera la mise en œuvre de toute une partie du programme du CNR. Mais alors que les conditions de travail sont très dures, les salaires rognés par l'inflation et que les produits de première nécessité sont rationnés, Maurice Thorez demande aux mineurs en grève de retrousser leurs manches. Il déclare « La grève, c'est l'arme des trusts ». Le système républicain renaît de cette union nationale. Le PCF, lui, ne va pas y gagner la stabilité de l'emploi. En 1947, une grève pour les salaires éclate chez Renault, récemment nationalisé, et oblige les ministres communistes à quitter le gouvernement. Le PCF, bien qu'il ait montré son efficacité aux côtés de De Gaulle, et ajouté depuis 1936 le drapeau tricolore et la Marseillaise aux côtés du drapeau rouge et de l'Internationale, reste un parti à part pour la bourgeoisie, du fait de ses liens avec l'URSS stalinienne. Du coup, l'entrée dans la guerre froide en 1947 le renvoie dans la marginalisation, malgré les gages qu'il ne cesse de donner à la bourgeoisie, comme sa dénonciation très mesurée des guerres coloniales, ou en mai 68, par exemple, lorsqu'il met tout son poids dans la balance pour contenir le mouvement de grève, éviter les débordements, s'opposer aux gauchistes. Le PCF restera au purgatoire du pouvoir républicain jusqu'à l'élection de Mitterrand en 1981.
Il retrouve alors quelques places de ministre dans les premiers gouvernements d'Union de la gauche. Il en sort 3 ans plus tard, en 1984, tentant de se démarquer de l'offensive sociale libérale qui se développe contre les travailleurs. Mais le mal est fait. Mitterrand avait annoncé qu'il diminuerait l'influence du PCF. De fait, ce dernier a payé son alignement sur la politique du PS par l'effondrement de son influence électorale et politique. Il perd aussi peu à peu son hégémonie sur la CGT, qui paye, elle, de son côté, par la dégringolade de ses effectifs, le jeu du dialogue social qu'elle a mené avec les gouvernements depuis 1981. Si le fait nouveau en 1981 est l'entrée du PCF au gouvernement, il ne doit pas faire oublier qu'en fait, le principal parti ouvrier s'est intégré depuis des décennies au sein des institutions républicaines, par un parlementarisme plus ou moins feutré, et surtout par la direction de nombreuses collectivités locales, le communisme municipal. 1981 ouvre aussi une longue période de dialogue social pour le mouvement syndical. La première étape a conduit à faire accepter la rigueur, annoncée en avant-première par Mauroy à un congrès de la CGT. Et puis, le dialogue social s'est poursuivi avec les gouvernements de droite jusqu'à aujourd'hui. Les vieilles organisations du mouvement ouvrier, principalement le PCF et la CGT, sont aujourd'hui très affaiblies et largement intégrées à la machinerie républicaine, bien loin des idées et des combats qui les avaient fait naître, celles de la rupture avec la société capitaliste et les institutions républicaines, des idées qui, elles, sont toujours d'actualité pour porter la perspective de l'émancipation collective des travailleurs.